N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. La boxe anglaise, aussi appelée le noble art, est le sport de combat le plus médiatisé et le plus suivi de tous les temps, en grande partie du fait de ces matchs dont l'issue est toujours improbable, mais aussi grâce aux boxeurs légendaires qui ont institué leur lettre de noblesse à ce sport. Ainsi, parmi le cortège de boxeurs célèbres et qui ont marqué les mémoires, on retrouve bien sûr des noms comme George Foreman, Joe Frazier, Jake LaMotta ou encore l'increvable et très agressif Mike Tyson, dont les combats d'ailleurs sont pour la plupart restés dans l'anthologie. Il est certain que ces grands combattants ont porté la boxe vers des sommets jamais atteints avant eux. Toutefois, aucun d'entre eux n'aura plus marqué l'histoire de la boxe comme l'a fait un certain Cassius Clay, plus connu sous le nom de Mohamed Ali. Ce dernier jouissait d'une aura et d'un charisme à nul autre pareil et il était aussi considéré comme l'un des meilleurs artistes de boxe de tous les temps. Mohamed Ali était ainsi l'un des principaux boxeurs poids lourds du XXe siècle et il est le premier triple champion poids lourd de cette division. Pour beaucoup, l'extraordinaire Mohamed Ali reste le meilleur boxeur de l'histoire et nul boxeur ne pourra même jamais le surpasser, ni même l'égaler. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi Mohamed Ali était si extraordinaire. On commence. Mohamed Ali est né le 17 janvier 1942 à Louisville au Kentucky et fut baptisé comme son père, Cassius Marcellus Clay, en l'honneur du politicien républicain du 19e siècle et de l'abolitionniste convaincu Cassius Marcellus Clay, qui était issu également de l'État du Kentucky. Le petit Cassius Junior va grandir au sein d'une famille nombreuse, avec ses 5 frères et sœurs, dans une condition plus que modeste au beau milieu de la ségrégation raciale qui faisait rage aux États-Unis d'après-guerre. La tension sociale dirigée contre les Afro-Américains était en effet à son paroxysme, sa mère se souvenant même d'une occasion où on lui avait refusé un verre d'eau dans un magasin pour le simple prétexte qu'ils étaient des gens de couleur. Un épisode raciste parmi d'autres qu'ont dû subir les Afro-Américains de l'époque mais qui avait profondément touché le petit Cassius Junior. C'est donc dans cette ambiance délétère et ponctuée de racisme extrême envers les Noirs que Cassius décida de se battre contre les injustices dont les Noirs américains étaient victimes, mais aussi contre tous ceux qui voudraient lui faire du mal à titre personnel. L'idée de faire de la boxe lui fut ainsi insufflée par l'officier de police et entraîneur de boxe de Louisville, Joe E. Martin, qui avait rencontré le gamin alors âgé de 12 ans en train de menacer un autre garçon parce qu'il lui avait volé son vélo. Le petit Clay dit alors à l'officier, tout de go, qu'il comptait bien casser la gueule au voleur. Mais ce dernier, fort amusé par la fureur du jeune garçon, lui répondit qu'il fallait apprendre à boxer en premier, et lui offrit alors de le prendre sous son aile et de l'entraîner. Initialement, le jeune adolescent n'a pas accepté l'offre de Joe Martin, mais quelques semaines plus tard, Clay fut intéressé par la perspective de se battre et commença à se rêver champion. Il décida de mettre ses fantasmes à exécution et s'inscrivit dans une école de boxe de son quartier sous la houlette de l'entraîneur Fred Stoner, à qui il attribue le fait de lui avoir donné la vraie formation, finissant par façonner son style, son endurance et son système. Cassius Clay a fait ses débuts en boxe amateur en 1954 contre le boxeur amateur local du nom de Ronnie O'Keefe, un premier match qu'il avait gagné par décision partagée. Le jeune boxeur a continué à gagner 6 titres des Golden Gloves du Kentucky, tout en enrichissant son prestigieux palmarès de 2 titres nationaux des Golden Gloves, un titre national de l'American Athletic Union, ainsi que d'une médaille d'or des poids lourds légers aux Jeux Olympiques d'été de 1960 à Rome. À la fin de sa brillante carrière amateur, le record de Cassius Clay était ainsi de 100 victoires pour 5 défaites seulement, mais tous ces accomplissements n'arrivaient pourtant pas à satisfaire le jeune homme, car pour lui la victoire la plus savoureuse devait être celle de son combat contre le racisme et la ségrégation qui faisait rage en Amérique. Une anecdote qui sera plus tard relatée dans l'autobiographie du boxeur nous informe que peu de temps après son retour des Jeux Olympiques de Rome, il avait jeté sa médaille d'or dans la rivière Ohio après que lui et un ami se soient vus refuser le service dans un restaurant réservé aux Blancs. Un geste qui voulait tout dire car quel sportif irait jeter une médaille olympique fort rudement gagnée et en or de surcroît? Le jeune boxeur rebelle et plein de fougue va entamer son parcours professionnel par une victoire sur Tony Asenker. Puis, le jeune médaillé d'or de 19 ans va enchaîner quelques victoires et va même jusqu'à réaliser une exhibition contre l'ex-champion du monde Ingemar Johansson qui préparait son 3e combat contre Floyd Patterson. Le jeune Cassius repart ensuite dans son fief de Louisville et continue à vaincre tous ses adversaires, se bâtissant d'une réputation d'invulnérabilité qui allait se propager à travers toute l'Amérique.
Le 15 novembre 1962, il remporte un succès tonitruant contre Archie Moore en 4 rounds. Le plus surprenant, c'est qu'il avait prédit avant le combat qu'il stopperait son adversaire avant la 4e reprise. Nommé boxeur de l'année 1963, Clay devient naturellement le meilleur candidat au titre du champion du monde, détenu alors par le terrible Sonny Liston. Mais malgré ses 19 victoires dont 15 par KO et aucune défaite, le boxeur de Louisville n'était pourtant pas considéré comme un adversaire capable de vaincre Liston, jugé alors comme invincible. Le 25 février 1964 à Miami, le combat qui les opposa devait donc n'être qu'une simple formalité pour Liston, qui avait même déclaré qu'il risquait de finir en prison après le match car il aurait probablement tué Clay. Liston était une personnalité intimidante, un combattant dominant qui mesurait 1,84 m pour 99 kg, et pratiquement tous les pronostics penchaient de son côté, faisant de Clay un outsider par 7 contre 1. Dès le retentissement de la cloche d'ouverture, Liston va littéralement se déchaîner contre Clay, tel un ouragan de fureur, cherchant visiblement le chaos. Mais c'était sans compter sur la vitesse et la mobilité supérieure du jeune Clay, qui parvint ainsi à esquiver toutes les attaques de son adversaire, l'épuisant et le forçant à frapper plusieurs fois dans le vide, ce qui lui occasionna une blessure à l'épaule. Après 6 rounds, qui verront Liston être grandement malmené, le champion en titre épuisé et blessé à l'épaule abandonne à l'appel de la 7e reprise, laissant le jeune Clay parader sur le ring en se moquant des journalistes. Le jeune boxeur prodige leur avait ainsi clamé d'aller manger leurs mots, en référence aux articles qu'ils avaient écrits sur lui et qui prédisaient sa défaite. En remportant ce combat à l'âge de 22 ans, Clay était devenu le plus jeune boxeur à remporter le titre d'un champion poids lourd en titre, et sa renommée fut internationale. C'est à ce moment précis, sachant qu'il s'accaparait l'attention de la presse du monde entier, qu'il rejoint l'organisation de la Nation of Islam, ou en français Nation de l'Islam, et change son nom en Cassius X. La lettre X faisant référence au rejet de son nom d'esclave en l'absence de son véritable nom d'origine africaine, pratique courante au sein de cette organisation, comme le fit Malcolm X. Fraîchement converti à l'islam, c'est Elijah Muhammad, chef du mouvement lui-même, qui lui donnera son nouveau nom de musulman. Et à partir de ce moment, Cassius devint Mohamed Ali. La notoriété du boxeur profitera à la Nation of Islam et surtout à la cause des Noirs américains. Cependant, après l'assassinat de son ami et mentor, le grand Malcolm X, en 1965, Ali fut profondément chagriné et regretta terriblement de lui avoir tourné le dos pendant un temps, lorsqu'une lutte intestinale de pouvoir s'était engagée entre Elijah et Malcolm. Parallèlement à sa carrière d'activiste, Mohamed Ali régnait sans partage sur les rings, devenu quasiment invincible. Et alors que traditionnellement le champion fait 2 combats par an, Ali combattit 5 fois en 1966, avec rien que des victoires et aucune défaite. Cette même année, le boxeur refusa de servir dans l'armée américaine, engagée dans la guerre du Vietnam, et devint alors un objecteur de conscience, argumentant qu'il n'avait rien contre le Vietnam et qu'aucun Vietnamien ne l'avait jamais traité de sale nègre. Pour avoir ainsi courageusement défié l'autorité publique qui incitait à la guerre, il fut condamné à une amende de $10 000 et à 5 ans d'emprisonnement. Il perdit par la même occasion sa licence de boxe, ainsi que son titre. Ali fit appel et évita ainsi la prison. Mais ce n'est qu'en 1971 qu'il sera acquitté et récupérera le droit de boxer à nouveau. Son but désormais ? Récupérer son titre de champion du monde, détenu alors par son ami et futur grand rival, Joe Frazier. Il provoque ce dernier publiquement, l'insultant plusieurs fois à la télévision américaine. Pourtant, Frazier a aidé financièrement Ali pendant ses années hors des rings. Mohamed Ali connaît sa première défaite lors de ce combat, gagné au point par son adversaire le 8 mars 1971. Il doit de nouveau enchaîner les combats pour reprendre le titre, cette fois-ci à George Foreman. Big George, comme on le surnomme, qui part largement favori, car invaincu et très puissant. Et c'est là que Mohamed Ali marque à nouveau l'histoire. Un nouveau promoteur de boxe, Don King, organise la rencontre entre les 2 adversaires dans l'actuel stade Tata Raphaël à Kinshasa, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. 2 Américains qui se battent en Afrique, cela ne s'est jamais vu. Et en plus, les sommes en jeu sont colossales. Don King, qui s'imposera ensuite comme le plus important promoteur de boxe de la fin du XXe siècle, offre aux champions et aux challengers 5 millions de dollars américains chacun, une somme record à l'époque, qu'il a obtenue auprès du dictateur Mobutu Sese Seko, qui souhaite par ce combat faire la promotion de son pays. La presse donne peu de chance à Ali de venir à bout de Foreman plus jeune et plus fort. Mais étudiant avec soin le style de Foreman, il trouve son point faible, le manque d'endurance. Le champion ayant gagné l'essentiel de ses combats dans les premiers rounds, Ali comprend qu'il lui faut tenir et faire durer l'affrontement. Ali parcourt la capitale et le bord du fleuve Congo en courant pour renforcer son endurance sous les acclamations du public.
alors que Foreman se contente de s'entraîner en frappant au sac et en martyrisant ses partenaires d'entraînement. Ali s'entraîne à encaisser des coups violents avec son ami Larry Holmes et lance une opération de désinformation envers Foreman en faisant croire à tout le monde qu'il allait vaincre par sa vitesse et sa mobilité. Ali devient rapidement le favori de la foule de Kinshasa pour son action envers la cause des Noirs, ce qui vexera Foreman. Surnommé The Rumble in the Jungle, la bagarre dans la jungle, le combat a lieu le 30 octobre 1974. Ali, dont le meilleur coup est le jab, et dont le principal atout est la mobilité, reste la majeure partie du combat dans les cordes et surprend Foreman en lui envoyant, dans les premiers rounds, plus de direct du droit que du gauche. La garde haute, encaissant avec douleur les coups violents du champion et rebondissant contre les cordes, Ali résiste, riposte par de nombreux enchaînements qui épuisent et marquent Foreman, qui n'a pas l'habitude de combattre aussi longtemps. Le visage enflé par les coups d'Ali, il tombe au 8e round après avoir encaissé une énième série de coups. Compté KO, il se relève une seconde trop tard. Ali reprend ainsi son titre 10 ans après son premier combat contre Liston. Ce sera sa plus grande victoire tactique qui fut récompensée comme combat de l'année et Ali sera nommé une fois de plus boxeur de l'année. 1 an plus tard, il atteint son apogée sportive à Manille, aux Philippines, encore face à Joe Frazier, qu'il bat au terme d'un combat disputé sous une température de 40 degrés. En 1984, 3 ans après son dernier combat et à l'âge de seulement 42 ans, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. Par la suite, ses fonctions motrices commencent à décliner lentement. Après avoir été hospitalisé à 2 reprises, fin 2014 et début 2015, pour une pneumonie et une infection urinaire, Ali est hospitalisé le 2 juin 2016 pour des problèmes respiratoires. Il meurt le lendemain dans la soirée à l'âge de 74 ans, après avoir lutté pendant 32 ans contre la maladie de Parkinson. Alors, que pensez-vous de l'incroyable destin du grand Mohamed Ali ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!